J'ai regardé, j'ai additionné toutes les dépenses qu'on pouvait considérer comme des dépenses sociales. On arrive à plus que ça encore. Si on considère qu'il y a une protection aussi du chômage, on arrive à 639 € pour 1000 €. Donc ça veut dire qu'on se rend compte, c'est un révélateur très intéressant de la nature de l'État français. L'État français est d'abord un État social. Alors on peut s'en féliciter, on a des raisons de s'en féliciter. On sait que c'est quelque chose qui va amortir le choc de pauvreté et qui fait qu'on ne va pas avoir ces phénomènes de très grande pauvreté qu'on voit dans les pays, disons, plus libéraux. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que si on replace, disons, ce diagnostic général du fait que sur 1000 € dépensés de notre argent public, il y en a 639 qui vont à des dépenses sociales, on peut se poser la question suivante. Quelle est l'offre politique ? L'offre politique, on pourrait la classer en 3 blocs par rapport à ce sujet, sans poser aucun jugement de valeur, juste en essayant de comprendre. D'abord, il y a des gens qui disent, écoutez, finalement, il faudrait retirer ce filet social, ça rendrait l'économie plus compétitive, ça améliorerait la création de richesses, etc. Sauf qu'il n'est pas certain non plus que ça permette de produire davantage. En fait, le choix structurel qui a été posé depuis des années, c'est d'une certaine façon de redistribuer pour éviter de tomber dans la grande pauvreté, parce que l'essentiel de l'activité de production particulièrement l'industrie, je rappelle que l'industrie est passée de 25% du PIB à 10% du PIB, environ 35% de ce que nous produisons en France n'est plus produit sur le territoire. Donc on a fait un choix structurel de longue date qui est d'acheter ce que nous consommons à l'extérieur. Et donc nous ne le produisons plus. Et comme nous ne le produisons plus, il y a plein de gens d'une certaine façon qu'il faut aider, et il y a un filet à mettre. Donc la première offre politique, c'est de retirons ce filet, tout ira bien. Je ne suis pas sûr, parce que c'est l'un des facteurs, c'est le poids des dépenses sociales. On peut considérer que c'est un facteur assez logiquement, que plus vous avez d'aide sociale et moins c'est compétitif, mais c'est pas le seul. La deuxième offre politique, on l'entend un peu partout d'ailleurs, c'est y compris le gouvernement, sortons finalement, je dis pas du système capitaliste, mais activons cette transition énergétique. Ce qui consiste quand même à se mettre un peu plus de boulets si nos concurrents et nos compétiteurs économiques ne le font pas. Et donc finalement, produisons un peu moins et les choses iront mieux. On aura une économie plus vertueuse, une économie de transition écologique. On entend ce discours qui monte, qui est un peu, je ne dis pas altermondialiste, mais grosso modo, c'est ça. Or, on voit quand même qu'on n'a pas tellement les moyens de faire ça. Quand on regarde ces 1000 € et la ventilation de ces 1000 €, on n'a pas les moyens. Et le troisième discours est un discours qui cible l'immigration. C'est pas non plus un discours complètement faux, comme les deux précédents, d'une certaine façon. Parce qu'il y a ce que les économistes appellent la théorie du passager clandestin. Il faut voir que la population immigrée en France, on cite toujours l'aide médicale d'État. Avec l'aide médicale d'État, elle est réservée aux gens qui sont clandestins, par définition. L'aide médicale d'État, elle n'est pas si coûteuse que ça si on la rapporte à ces 1000 €. En revanche, eh bien, quand on a, par exemple, le travail que fait l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, on se rend compte que la population immigrée, elle est beaucoup plus consommatrice de cette protection sociale, qu'il s'agisse du chômage, qu'il s'agisse de l'assurance maladie aussi, elle consomme davantage. Mais une partie importante d'entre elles, elle ne la finance pas, parce que son taux d'activité est moins important que celui de la population française. Et donc on en revient à cette théorie simple des économistes, qui est celle du passager clandestin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être le terme anglais est plus clair, free rider. Ça veut dire que vous bénéficiez d'un service sans en payer le prix. Et d'une certaine façon, c'est la loi française qui est comme ça. On ne laisse pas les gens sans filet et sans protection. Sauf qu'il y a une partie des gens qui travaillent et qui contribuent, et il y a une autre partie des gens qui font qu'en bénéficier sans contribuer. Et donc c'est un peu le principe du passager clandestin. Vous êtes dans un métro, vous ne payez pas votre ticket de métro. Et donc, s'il y a une personne qui fraude, ça va. 10 personnes qui fraudent, c'est plus compliqué. Et si vous avez la moitié des utilisateurs du métro qui, eux, ne payent pas leur billet, alors on n'en est pas là, bien sûr, mais c'est pour donner une image, eh bien, effectivement, vous allez avoir un énorme problème de financement du métro. Donc, cette charge sociale, de dépenses sociales, parce qu'on a choisi de ne pas moins produire, de s'ouvrir à la concurrence sans contrepartie, parce qu'aussi, on a fait venir une population qui est très consommatrice et qui n'est pas nécessairement contributrice, on voit que ça pose un problème, disons, de soutenabilité. Alors je voulais vous interroger sur l'autre enseignement finalement de cette répartition, c'est que si on a un État très protecteur, j'ai envie de dire, sur le plan social, en revanche sur le plan régalien, ça me semble assez différent. On voit que les dépenses en matière de sécurité et de justice sont les postes budgétaires les moins importants dans cette répartition. 23 € pour la sécurité, 7 € pour la justice sur une enveloppe de 1000 € finalement. Et oui, on voit que ce sont les parents pauvres, mais d'une certaine façon, c'est un phénomène de proportionnalité. C'est-à-dire que plus vous avez des dépenses qui vont
vont augmenter du côté du social, et plus en proportion la part va se réduire. Deuxièmement, vous avez le phénomène de l'endettement. À partir du moment où l'État ne peut pas générer ses propres recettes et qu'il va devoir constamment emprunter, est quelque chose qui n'apparaît pas. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut féliciter ce jeune homme, et ils sont probablement une petite équipe, hein, ne pas désespérer de la jeunesse, d'abord, il ne le faut jamais, ne pas désespérer non plus du numérique, parce qu'on dit que le numérique, c'est la disruption de l'État, le numérique... D'ailleurs, c'est très intéressant, dans l'une de nos chaînes concurrentes, chez des collègues, ils avaient posé la question, la première question qu'ils ont posée à ce jeune homme, c'est pourquoi vous avez fait ce site ? Et qu'est-ce que vous y gagnez ? Et c'est très intéressant parce que le préjugé, c'est que les jeunes qui sont dans le numérique voudraient faire le plus d'argent possible. Et en fait, il a répondu, mais écoutez, moi j'ai fait ça parce qu'entre amis, nous discutions de politique, nous avions tous des avis extrêmement tranchés et on n'avait pas objectivé les choses. C'est vrai que c'est un outil formidable pour ça. Et ça veut dire que lui, il a répondu clairement, moi j'ai fait ça pour l'intérêt général. Donc vous voyez, la jeunesse et le numérique, c'est tout à fait compatible avec l'intérêt général. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et pour terminer, le consentement à l'impôt, n'oublions pas que c'est la racine de la démocratie. La démocratie est née du consentement à l'impôt. Alors, le prélèvement à la source, on est tous très consommateurs du prélèvement à la source, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est extrêmement pratique. Quand vous payez la TVA, vous n'avez pas non plus l'impression de consentir à un impôt. Et de plus, nos représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat, en fait, c'est tellement technique, le vote du budget. Est-ce que c'est fait par Bercy pour qu'ils n'y comprennent goutte? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des milliers et des milliers de pages très techniques. Le consentement à l'impôt, c'est quelque chose qui est de moins en moins évident parce que d'abord, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des services votés, des dépenses obligatoires. Et je voulais souligner que dans ces dépenses-là, on parle de 9 € sur 1 000 € consacrés à la justice. Vous disiez que le régalien est très faiblement doté, c'est vrai. 9 sur 1000. Et en fait... Prenons l'exemple du remboursement de l'intérêt de la dette. 7 € consacrés à la justice. 7 €, c'est encore moins. 7 €. Le remboursement de la dette, les intérêts seulement par an, c'est 40. Voilà, 40 par rapport à 7. Vous imaginez ?